Notre dernier invité aujourd'hui, c'est Jérémy Charrois, CEO de Polagram. Alors Polagram, ça déchire. En fait, Jérémy, il était déjà dans l'écosystème entrepreneurial, start-up, Paris, etc. Mais je prêtais pas trop d'attention à ce qu'il faisait. Jusqu'à ce que j'aille à Toulouse un week-end entre copines avec ma belle-sœur, sa cousine et tout. Et qu'elle nous sorte une petite enveloppe rose et qu'elle nous dise « Les filles, j'ai fait un super cadeau pour une copine, c'est trop sympa, c'est une application qui s'appelle Polagram. Et toutes mes photos Instagram, en fait, je les ai reçues en petit Polaroid dans la petite enveloppe rose. C'est trop mignon. » Je dis « Ah ouais, putain, c'est bien exécuté et tout, mais c'est quoi, c'est qui? C'est des Français qui font ça? » Ouais, je pense, enfin, je sais pas, ou c'est peut-être des Américains. Et donc moi je trouve ça super et je me dis bon bah c'est génial, c'est le début de The Family, on reçoit plein d'invités un peu stylés. Un de mes investisseurs m'avait dit, Marc Ménassé de Main Invest, m'avait dit Alice, il faut absolument que tu fasses un truc qui est génial. C'est dès que tu as des gens stylés, tu viens, tu les prends en photo, tu les mets sur ton wall. C'est le wall de l'entrée. Ah ouais et tout, c'est vrai. Et comme ça je fais comme un Facebook wall mais en mode réel quoi. Et qui peut m'imprimer en fait les photos et là, hop, matching, bah Polagram évidemment. Et donc du coup je commence à tous mes invités, toutes mes guests, tous les gens qui sont un peu stylés, qui passent par The Family, je les prends en photo, je les poste sur Facebook, je les poste sur Twitter. Et puis, j'imprime la photo et je reçois la petite enveloppe rose. Je suis trop contente, c'est trop mignon. Chaque semaine, je reçois une petite enveloppe rose. C'est ce que je me rends compte, en fait, que bah merde, en fait, c'est Jérémy Charrois, le mec que j'ai déjà croisé plein de fois. Et bah, je suis en train d'utiliser son application, quoi. Et donc, je le contacte comme ça et je lui présente The Family. Et de fil en aiguille, on s'entend bien. Il rentre dans The Family et son business continue de grandir hyper bien. Et donc voilà, c'est un entrepreneur solide qui est en train de se développer à l'international avec un produit qui marche, qui est plutôt récent, ça fait pas longtemps. Et il y va avec son bâton de pèlerin, on peut dire, tout seul, avec son équipe, et il développe un vrai business qui fonctionne. Il y a du monde sur ce marché-là, il n'était pas tout seul, mais il a vraiment le bon mindset pour pouvoir tous les tuer les uns après les autres. Raconte-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et comment t'en es arrivé à ce truc-là, quoi. Ok. J'ai 29 ans, je viens de Nancy, je ne suis pas parisien à la base. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ISEG à Lille. J'ai travaillé ensuite, j'ai fait un Global Internship Programme avec KPMG à Luxembourg et aux États-Unis. Donc j'ai travaillé sur l'audit de Apple aux États-Unis et à Luxembourg. Ensuite, j'ai fait 2 ans de plus chez eux, donc j'étais en audit et en conseil en fusion-acquisition. Et puis au bout d'un moment, j'ai démissionné parce que on était dans un petit bureau, on était dans un open space et on avait plein d'idées, on voulait créer plein de sociétés et à chaque fois qu'on avait une idée, on la voyait dans un magazine quelques mois après. Au bout d'un moment, on en a eu marre et les autres sont restés, mais moi je suis parti. Donc on a créé une première société qui s'appelait GeoKiwi. C'était un espèce de Craigslist sur mobile, c'est-à-dire mettre le tableau de petites annonces qu'on a au supermarché, à l'université, les petits papiers, les mettre comme un gros mur Facebook sur son téléphone et pouvoir consulter ce qui se passe autour de soi. On a été finaliste de le web, on a eu beaucoup de presse, on a rencontré plein d'investisseurs, c'était génial. Et puis finalement, ça n'a pas marché parce que c'est un business qui est très gourmand en cash, il faut beaucoup d'investissement. C'est une place de marché, donc il faut trouver l'offre et la demande au même moment. Et puis là, on a rencontré quelqu'un, il nous avait envoyé juste un email, il nous avait dit un café pour l'interrogation. Et on cherche un petit peu qui c'était, et c'était celui qui a créé Le Bon Coin. Donc on est allé le voir, il nous a expliqué comment il avait créé Le Bon Coin. On s'est aperçu que derrière c'était un très gros groupe, qu'il y avait beaucoup d'argent, qu'ils avaient investi plusieurs millions et que c'est très difficile, ça allait être très difficile. Et puis on avait cette idée derrière la tête depuis un moment parce que je prends beaucoup de photos avec mon téléphone, je prends à peu près 3 ou 5 000 photos par an avec mon smartphone. Et en 2010, j'avais pris des photos de ma grand-mère pour son anniversaire. Je voulais les imprimer. À l'époque, il y avait Hispamatic, qui est une appli, ça c'était avant Instagram, on choisit des filtres, on choisit des objectifs, et il y avait un module d'impression. Donc j'ai essayé de les imprimer, ça venait des États-Unis, il y avait 15 $ de frais de port, la carte bancaire ne marchait pas, c'était très compliqué. Et là, on s'est dit, il faudrait créer un service qui permette d'imprimer ces photos parce que tout le monde prend des photos avec son smartphone. Puis bon, on était sur GeoKiwi, on pensait à autre chose. Et puis au bout d'un moment, ça revenait dans notre tête, on se disait, mais c'est dommage, on devrait vraiment créer ça. Donc à cette époque, j'étais avec mon associé qui s'appelle Julien Falto. C'est un ami depuis la maternelle, on se connaît depuis tout petit.
Puis on travaille sur GeoKiwi. Et là, il y a un autre copain qui nous présente un autre Nancéen qu'il avait rencontré dans le TGV. C'est un des tout premiers à développer sur iPhone. Il a créé l'application Mes Bons Comptes pour BNP Paribas. Enfin, il a fait plusieurs apps un peu connus. Puis il détestait le code. Il ne voulait plus coder, il en avait marre. Et finalement, on le rencontre et on lui parle de ce projet d'appli photo. Et ça lui plaît. Et finalement, on se met à la coder en juin 2012. Toi, tu codes pas, toi? Moi, je code pas, non. Mes deux autres associés codent. Enfin, mon associé que je connais depuis l'enfance, il a fait une école de commerce ICN. Et CFA, c'est un diplôme de finance, donc il est très très finance. Et finalement, il code depuis l'âge de 8 ans et il passe son temps à coder. Donc j'ai deux associés codeurs. Et finalement, on a sorti le service en septembre, donc très très vite. On a codé en fin mai. Et on a sorti le service en septembre. On a utilisé la méthode Lean, très très rapide. Donc on a sorti un produit qui était moche, qui plantait. Mais au final, on a eu des retours clients tout de suite. Donc après, on a développé que ce que les clients nous demandaient de faire. Donc depuis le début, on avait des utilisateurs, on n'avait pas grand-chose. Alors au départ, les photos, on les imprimait nous-mêmes. On était tous les trois, même si on venait de Nancy, on était tous les trois à Paris. Donc on prenait un Vélib, on allait chez l'imprimeur de photos en Vélib. Après, on arrivait, on allait à la poste, on regardait les photos des clients, on regardait notre iPhone parce qu'on avait l'admin du site. Et on essayait de mettre la bonne photo dans la bonne enveloppe et après on léchait les enveloppes à la main. Les gens nous regardaient en disant « mais vous faites quoi ?» Et on a fait ça pendant plusieurs mois, c'était une énorme galère. Et après on a fait la même chose à Nancy parce que mon équipe a voulu retourner en province. Donc je les ai laissés, moi je suis resté à Paris. Et pareil, ils léchaient les enveloppes toujours. Et au bout d'un moment, on a signé un partenaire, on a signé une mise en avant avec vente privée, donc on savait qu'on allait avoir beaucoup de commandes. Et là on s'est dit il faut peut-être qu'on se bouge et on a commencé à travailler avec des gros labos, donc deux labos en France. Et on a tout automatisé, donc maintenant, quand une commande arrive chez nous, elle passe directement chez nos laboratoires et c'est eux qui expédient pour nous. Ok, donc ça, là, tu nous as raconté en méga accéléré, en fait, Paul Hagram, ouais. Le démarrage, etc. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as eu une espèce de déclic sur, ok, ce sera la photo. Est-ce que ce monde, à la base, il te passionne? Non, en fait, à la base, on veut faire du mobile, parce que pour nous, le mobile, on va pas c'est facile à expliquer, mais c'est 1,5 milliard de smartphones en ce moment. Il y a 7 milliards de téléphones dans le monde, donc ça explose. Dans les pays, en France, on est à 48%, 50% de taux de pénétration de smartphones. À Hong Kong, ils sont à 98%. Les pays émergents, en Indonésie, ils sont en train de s'équiper. C'est vraiment la folie. Et pour nous, notre vision, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir accès à Internet pour la première fois via un smartphone. Et ils vont faire du e-commerce, mais plus du e-commerce, du m-commerce. Donc on voulait développer quelque chose en m-commerce. Pourquoi on a choisi la photo? Parce que 90% des gens qui ont un smartphone, ils prennent des photos tous les 15 jours. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé. Et le produit touche tout le monde parce que les gens n'impriment plus leurs photos. On prend 10 fois plus de photos maintenant qu'il y a 10 ans. On ne les imprime plus. Par contre, on a fait des sondages, on s'est rendu compte qu'en proposant un service simple, les personnes veulent réimprimer leurs photos parce qu'on peut les offrir à la grand-mère, aux parents, on peut les afficher chez soi, on peut faire plein de choses avec des photos. Il y a plein de produits autour, il y a l'impression, il y a des livres photos, il y a des posters, voilà. C'est assez large. Ça nous permet d'apprendre énormément sur le marché du mobile. Comme a dit Alice, c'est un petit peu concurrentiel. Il y a des gros laboratoires qui existent depuis très très longtemps, comme Photobox et autres, Shutterfly aux États-Unis. On a d'autres petites sociétés en France concurrentes. Et après, le marché est énorme puisqu'on va avoir 5 ou 6 milliards de smartphones dans pas longtemps. C'est quoi les trucs que tu as appris, les difficultés que tu as surmontées, que tu penses qu'ils pourraient servir à tous les gens qui sont là, sachant qu'on a plutôt des gens là qui pour moi, c'est des feuilles blanches, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été encore pollués par l'écosystème entrepreneurial tech, donc ils n'ont pas le vocabulaire ou quoi, mais en tout cas, ils ont les compétences et ils ont l'envie. C'est comme ça que je décrirais au global, tu vois, le groupe. Et ils s'apprêtent tous, plus ou moins. Je pense, en tout cas, je pense qu'il y a une bonne partie d'ici de gens qui auront envie, ou qui ont déjà l'envie, mais soit qui vont monter ou qui ont monté une start-up. Des trucs qui pourraient leur servir, en fait. Nous, on a eu une grosse traversée du désert avec GeoKiwi parce que même si on avait plein de presse et on voyait plein de monde, on n'avait pas vraiment d'utilisateurs sur la plateforme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des clients et qu'on peut avoir un retour client le plus rapidement possible. Ce qu'on a fait sur Paul Hagram, quand on a ouvert, on a eu tout de suite des gens qui commandaient. Et ça, c'est super important parce que, comme disait tout à l'heure Stéphanie Capa, je fais pareil, moi je réponds aux clients à minuit, je réponds le week-end, là, juste avant, je réponds à des clients. Enfin, j'aime bien répondre aux clients parce qu'on apprend plein de choses.
Et dès qu'on a un contact, c'est un peu comme un magasin dans la rue ici sur Paris, lui, il voit tout de suite des clients. Et il y a beaucoup de startups qui sont enfermées dans leur bureau et elles n'ont jamais de clients, elles ont fait une levée de fonds, le produit il est en mode furtif et on ne le voit pas, on attend, et puis finalement le produit ne correspond pas du tout. On a plein d'exemples aux États-Unis comme Colors, 40 millions de dollars de levée, il y en a plein, c'est tout le temps. Donc l'idée c'est d'avoir, ou alors sans forcément ouvrir, mais d'avoir des retours de clients ou d'utilisateurs le plus rapidement possible. Ça c'est super important parce que sur GeoKiwi, par exemple, parfois on développait pendant un mois, on développait une fonctionnalité, mais on ne savait même pas si c'était utile. Puis le stress sur mon associé, allez, il faut développer, là, les deadlines, c'est short, il faut y aller. Puis finalement, ça ne servait à rien. Voilà. Et sur Polagram, je pense que 85% de notre code, il a été utile. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors sur Polagram, tu focuses vachement sur donc la photo en impression genre Polaroid, qui est un super bel objet, qui marche bien. Tu aurais pu faire 1 milliard d'autres trucs, mais tu as décidé de focaliser là-dessus. Non, pas du tout. Au début, on faisait de la photo carré quand on a ouvert. On faisait que carré, pas Polaroid, parce que c'était un format qui était un peu nouveau, qu'on ne voyait pas, enfin on se différenciait, déjà avoir quelque chose qui était différenciant par rapport au laboratoire classique. Puis finalement, on a fait le Polaroid parce que les gens nous demandaient. Et après, on a fait le rectangle parce que les gens nous demandaient. Enfin, on a fait que ce que les clients nous demandaient. On a un questionnaire feedback, donc quand on a une commande, 10 jours après, on envoie un email, on peut noter l'expérience de 1 à 5. Si la personne dit 1, donc elle n'est pas contente, elle a un petit formulaire qui s'affiche, elle peut écrire ce qu'elle pense. Et on lit ces formulaires tout le temps et on répond en une journée ou deux, toujours quand on a un commentaire. Ok. Aujourd'hui, c'est combien de commandes à peu près Commandes, là, je sais pas. Enfin, on a imprimé plus d'1 million de photos, on a eu plus de 300 000 téléchargements. On est en train de se développer en Europe, en Asie, dans l'international. On a des centaines de commandes par jour, ça fonctionne. C'est quoi tes challenges ? Le challenge maintenant, c'est de grossir et de structurer la société parce que pendant longtemps, on a travaillé, alors mes deux associés ont voulu retourner à Nancy, chacun dans un appartement. Moi, j'étais à Paris, on n'avait pas de bureau, on travaillait avec Skype tout le temps. On utilise Basecamp, c'est un logiciel de gestion de projet qui est vraiment pas mal. Et on se voyait pas trop, c'était, voilà, on a fait ça avec des allumettes. Et après, là, depuis novembre, on a des bureaux, là maintenant on est 8 dans la société. Donc là, le gros challenge, c'est de structurer, de pouvoir grossir et pas de tout casser, parce que ça soit au niveau du code, au niveau des impressions, parce que nous, il y a un produit physique, donc il y a quand même quelque chose, il y a des enveloppes à commander, il faut s'occuper de tout, logistique. Et après, au niveau tout, organisation, parce que c'est bien beau d'être 8, mais s'il y a quelqu'un qui reste à rien faire et qu'on n'a pas de fin, il faut vraiment… c'est dur, on passe donc là, tu as passé la phase de break-even depuis combien de temps ? Sans se payer break-even depuis longtemps, en se payant, on est dedans. Là, voilà, là, on est à ça peu y près est. dedans. D'accord, ok. Et alors du coup, est-ce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, toi, en gros, c'est quoi tes challenges personnels là-dedans ? Challenge personnel, c'est d'essayer d'avoir un peu plus de temps. Je crois qu'on avait le même discours. C'est exactement ce que disait Stéphanie. Quand on dort, on pense son produit. Quand on se réveille, pareil, on mange les céréales le matin, on y pense. Le week-end, on voit ses copains, on y pense. C'est exactement ce que Stéphanie disait aussi. On saoule nos copains en fait, parce qu'on parle de ça tout le temps. Donc j'ai de la chance, je me suis fait quelques copains, pas entrepreneurs, mais start-upers sur Paris. Donc c'est bien, on saoule entre nous. Mais j'essaye justement de ne pas trop en parler parce que ça énerve, toujours parler de ça. Donc le challenge personnel, c'est pareil pour ma copine. Je parle que de ça et je pense que quand on me voit à minuit encore en train de faire des… Donc c'est de prendre un peu plus de temps et d'essayer d'avoir plus cette overview, de moins essayer de tout faire. Parce que quand on est fondateur, on veut tout faire. On veut répondre aux clients, on veut faire le design, on veut s'occuper du packaging, on veut vraiment tout faire. Dès qu'il y a un rendez-vous, on veut être là. Et là, j'essaye justement de déléguer. Donc, on a recruté quelqu'un qui est école de commerce, qui me ressemble beaucoup, qui est en train justement de reprendre pas mal de choses. J'essaye aussi de donner de trouver dans quoi mes associés sont bons. On a tous nos points forts et nos points faibles. Moi, je ne peux pas coder, c'est mon point faible. Il y a des choses aussi que je fais très très mal, c'est mon point faible. J'ai du mal à déléguer, c'est mon point faible. Et mes associés, par exemple, il y en a un, mon ami d'enfance, lui, il est très bon, il est CTO en fait. Il est très bon pour manager d'autres personnes qui vont coder. Donc ça, il est très très bon. Et il est très bon pour… là, on avait un gros dossier à faire pour un financement. Et c'est lui qui l'a fait. Et moi, ça faisait 3 mois que ça traînait. Je lui ai laissé. En 3 semaines, il l'a fait. Donc, il faut trouver les qualités de chacun, les avantages de chacun et les utiliser au mieux. Et même pour les employés, les personnes qui travaillent avec nous, c'est toujours la même chose. Et c'est quoi tes objectifs d'ici 5 ans avec Polagram ?
L'objectif, c'est de grossir. Là, on a des grosses, on veut faire x5 cette année en termes de chiffre d'affaires. On veut aller à l'international. Donc, l'objectif, c'est aussi on veut faire du mobile. Donc, on a plein d'idées. Alors, j'essaye de me canaliser pour ne pas lancer quelque chose d'autre tout de suite parce que j'ai tendance à vouloir lancer des projets tous les 6 mois. Donc là, on essaye de vraiment, pas finir, mais au moins de bien lancer celui-là avant de lancer autre chose. Donc, on pourrait imaginer qu'à la place des photos, tu envoies autre chose? Oui, on pourrait envoyer autre chose parce qu'on fait du e-commerce. Donc à partir du moment où on sait comment fonctionne un panier dans une application, parce que ça crache beaucoup une application, comment on fait pour analyser une application, comment on fait pour payer avec une carte bancaire sur le mobile. C'est relativement récent, les gens ont peur, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, d'autres qu'on peut faire. Donc à partir du moment où on a toutes ces compétences, on pourrait aussi devenir une agence, que Oussama, surtout, il ne faut pas faire. Mais on pourrait conseiller des gros groupes parce qu'il y en a plein qui veulent aller sur le mobile et on commence à avoir une expérience reconnue. Mais on essaye aussi de ne pas faire agence parce que c'est un peu facile. D'accord. L'international, il y a déjà les différentes devises, il y a les langues. Donc notre application est disponible en anglais, allemand, italien, espagnol et français. Donc ça, c'est la base. Et puis après, c'est comment aller se développer à l'étranger. Donc c'est le marketing, comment trouver des gens qui vont parler de nous à l'étranger. Et en fait, c'est super compliqué parce qu'on a l'impression que l'Europe, c'est un gros marché, mais ça ne l'est pas aux États-Unis. Si on a un article dans le Times ou dans New York Times, tous les États-Unis vont le lire. En France, si on a un article dans Le Monde ou dans le Figaro, il n'y a que les Français qui l'ont lu et les autres Européens, ils ne connaissent pas du tout. Donc c'est assez difficile. En plus, les postes, comme nous, on a un produit physique, ne sont pas harmonisés en Europe. Donc on ne paye pas le même prix si on livre en France ou à l'étranger. Donc comment on fait? Là déjà, on essaye d'avoir une production qui est un peu plus centrale en Europe. Donc maintenant, on est capable de livrer sur toute l'Europe à des prix qui sont vraiment bons. Et après, l'Asie, il faut aller sur place. Donc je suis allé à Hong Kong en janvier pendant 2 semaines, aller regarder comment était le marché, voir quelles sont les habitudes là-bas, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin, trouver des partenaires là-bas pour se lancer là-bas. Et l'international, c'est assez compliqué, mais en même temps, ça nous excite parce que le français, c'est vraiment un client qui est chiant. Il est toujours, par exemple, nous, il va nous envoyer un email 1 heure après avoir commandé en demandant où est sa commande. Ils sont très, très demandeurs. Il y a beaucoup de… le français compare beaucoup, etc. On a découvert d'autres pays beaucoup plus entre guillemets cool et sympas où le panier moyen est bien plus élevé. Comme qui? Donc, comme d'autres pays européens, on a par exemple, je sais pas, les Anglais. Les Anglais sont connus, ils ont un panier moyen qui est plus élevé, ils sont relativement beaucoup plus cool. Donc, on est en train de chercher justement ces pays et l'international peut permettre justement de grossir très très vite. Et tu recrutes un mec par pays? Non, on gère tout depuis la France. T'as pas de gens sur place? Non, on pourrait faire ça, mais pour l'instant, on ne le fait pas. D'accord. Les utilisateurs via des blogs, au début, on a fait comme beaucoup de startups, on s'est dit on va faire du blog et puis on s'est dit on va passer dans Télématin et puis la startup est lancée, puis on va la revendre et ça va être fini. En fait, c'est complètement faux. Passer dans 20 minutes, ça fait 300 téléchargements par exemple, enfin rien. Donc passer sur Télématin, c'est pas mal, mais ça lance pas une société. Nous, du coup, on a le benchmark de tous les magazines. C'est génial ça. Et en vrai, en fait, la presse, c'est bien parce que ça construit une image de marque. C'est les gens, comme tu as dit, par exemple, tu as dit que tes copines nous connaissaient, je pense qu'elles l'ont découvert via les blogs. Donc au départ, on a commencé avec les blogs parce qu'en plus, c'est limite gratuit. On envoie des mails nous-mêmes, on avait des grosses listes et puis toute la journée, on envoyait des mails. Et puis après, on a fait appel à une petite agence qui a géré nos relations presse. Et puis après, on a commencé à mettre en place du parrainage, à essayer de faire du marketing. Enfin, on avait fait un partenariat avec Vente Privée. Après, on a fait un partenariat avec My Little Paris. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé. Les 100 premiers. Les 100 premiers, c'était des amis. Les 100 premiers, c'est un email à tous les amis, tous les fondateurs prennent tous leurs amis. C'est Facebook, essayer l'application. Voilà, en plus, au début, on avait fait une liste, je crois, de 150, 200 personnes. C'était des bêta-testeurs. Et on leur a demandé justement de tester le produit, c'était gratuit, etc. Et après, pour l'autre question, au niveau du pricing, le pricing, on a regardé ce que faisait, parce que c'est un produit qui existait déjà. Donc, on a regardé combien ça se vendait et on a essayé de faire une offre très simple. Au départ, quand on a lancé, on avait 3 packs, c'était 3, 6 et 12 photos. C'était pas forcément bien, mais au final, c'était simple et on avait sorti 3 prix pour ces trois quantités. Parce que c'est du mobile, donc il faut un pricing très simple. Sur le mobile, le challenge, c'est que sur le web, on peut tout faire, enfin, on peut aller dans tous les sens. Et sur le mobile, on a un petit écran, donc il faut que ça soit clair, lisible, il faut qu'il y ait le minimum d'informations possible. Et moins il y a d'informations, plus c'est difficile. Au départ, on a fait le design presque nous-mêmes. On avait une petite designeuse dans les bureaux de la startup avec qui on travaillait qui avait fait notre logo. Et sinon, tout le reste, on avait fait nous-mêmes. L'UX, l'user experience, donc comment est la page home, comment est la page produit, etc. Ça, on l'a fait nous-mêmes.
Donc c'était moi qui ne suis pas designer et on a essayé. Donc on faisait des mock-ups, ça s'appelle avec Balsamiq. Donc on a des logiciels et on peut… Outils que vous devez tous tester, c'est vachement cool. Donc il y a Balsamiq si vous voulez faire un site web ou OmniGraffle et on peut dessiner et on peut cliquer. Donc ça marche, c'est du dessin mais ça marche comme si c'était un vrai site. Donc on testait avec ça, puis après normalement dans le vrai monde avec de l'argent, on demande à un designer de transformer ses mock-ups en beau site web et puis à la fin on demande à un développeur de transformer le site web designé en vrai produit. Et ça c'était en interne? Et nous, comme au départ on n'avait rien, on a tout fait en fonds propres, on faisait l'UX nous-mêmes, le design nous-mêmes et puis derrière il y avait Julien qui codait lui-même et puis on changeait, il commençait à coder un truc puis on disait ah mais non finalement on fait ça, donc c'est horrible pour lui parce que donc maintenant c'est différent, maintenant on dessine l'UX nous-mêmes, on a un designer qui prépare ça correctement, qui le découpe, on a des vrais plannings de développement, donc on sait qu'on a une application dans 2 semaines qui sera avec telle et telle fonction, on essaye de jamais le changer pour vraiment de pas stresser les développeurs et on travaille comme ça. Le challenge, c'est qu'on a beaucoup de produits, enfin on commence à avoir beaucoup de produits et on voulait garder une appli simple et l'UX c'est super important sur le mobile, il faut que ça soit le plus simple possible. Il y a des problèmes de réseau, tout le monde n'a pas le même téléphone. Enfin, il faut que l'UX c'est très très important. Ça doit être simple, on doit comprendre. En fait, il y a 1 million d'applications sur l'App Store. Donc si l'appli elle est pas bien, on la dégage tout de suite. Enfin, les gens ne font pas l'effort d'aller au bout, à moins de vraiment d'avoir un service exceptionnel. Mais l'UX, il faut vraiment la soigner. C'est important. C'est une appli iOS et Android? iOS et Android, oui, les deux. Et on a sorti les deux dès le départ, mais Android, on a toujours un petit peu laissé tomber. Et là, depuis 3 mois, on retravaille dessus. Enfin, Android, c'est important, c'est presque plus gros que iOS. On dit souvent que les gens dépensent moins sur Android, mais ça commence à changer. Donc non, il faut pas oublier Android. Au départ, on avait une clé USB, après on a fait un serveur FTP, donc voilà, ils recevaient ses commandes sur FTP, puis parfois on arrivait, ils les avaient pas tirées. Non, maintenant tout automatisé, comme j'ai la chance d'avoir des aciers techniques, on a créé vraiment, on se connecte directement chez eux, on leur envoie les photos, ils ont des bons de commande numérisés, donc après ça passe dans les machines, ça sort, ils nous confirment qu'ils ont bien expédié les commandes, donc tout est automatisé maintenant. Mais ça c'est oui, tous les startups de e-commerce, Amazon c'est un énorme challenge, si vous lisez le livre de Jeff Bezos, je pense que les 3 quarts du temps, il parle de logistique. Ouais. Ça a été un énorme challenge. Et justement, aujourd'hui, en France, par exemple, c'est combien de temps une livraison de photos? Théoriquement, la Poste nous garantit un délai J+1 parce que c'est net prioritaire. Donc normalement, quand on commande lundi, aujourd'hui par exemple, la commande va arriver mardi parce qu'elle va être expédiée lundi matin, elle arrive mardi. Après la Poste, il y a des hauts et des bas. En décembre, parfois ils parlent des commandes. Mais normalement, c'est plutôt J+1. Ouais, J+1 pour toi, mais pour le client. J+2. Ouais, ça. Ouais. Ok. Et c'est quoi en fait tes combats par rapport aux concurrents? Tu te tapes sur quoi? Sur le prix, sur la logistique, sur… On travaille plus sur le service et l'expérience. On veut vraiment que quand on commande chez nous, on se dise waouh, j'avais jamais vu ça avant, c'est simple, c'est pratique. C'est un petit peu comme les VTC aussi, c'est des milieux très concurrentiels, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres parce que l'application est mieux faite, le service est mieux fait. Donc on travaille beaucoup sur le packaging, on travaille beaucoup sur le produit, on travaille beaucoup sur l'application, sur le message qu'on communique. Donc au début, je regardais beaucoup les concurrents, je les regardais tout le temps. Et maintenant, je ne le regarde presque plus parce que je suis convaincu que ce qu'on fait est bien. Il faut quand même les regarder. Hein. Mais là, sur les prochains développements qu'on est en train de lancer, sur les pays sur lesquels on est en train d'avancer, je pense que ce qu'on fait est bien. Voilà. Quand on était tous les 3, chacun dans son bureau, quand on prend son vélo pour aller chez le labo et qu'au final, il y a une commande à envoyer, c'est-à-dire qu'on a fait, je sais pas moi, 4 € de chiffre d'affaires dans la journée, qu'avant, tous dans l'équipe, il y en a un, il était CFA3, il travaillait en banque d'investissement et que moi, je travaillais en conseil, ça fait réfléchir. Ouais. On se dit, on voit nos copains, leur carrière continue de monter. Donc non, il y a beaucoup de moments difficiles. On travaille le week-end. Il y a beaucoup de moments difficiles. Mais après, il y a beaucoup de moments très sympas aussi parce qu'on a sa propre société. On travaille sur un produit. Parfois, quand ça va pas, je repense à ce que je faisais avant. Moi, en fait, le conseil, ce que je faisais, j'appelais ça l'ouvrier de la fusion-acquisition parce que je faisais vraiment des PowerPoint, je mettais des virgules, on analysait des tableaux et j'aimais pas en fait, c'était chiant. Là, du coup, on est toujours, le matin quand on se réveille, on est vraiment motivé et en plus, on voit que ça grossit. Donc, il y a eu un moment très dur, je pense, dans la startup et c'est ce moment-là qu'il faut essayer de réduire au maximum. Il y a le moment où on a l'idée. Le moment où, je sais pas, on démissionne, on met en place l'idée, donc ça va, c'est un moment qui est super sympa parce qu'on est super excité, on veut y aller, etc. Et il y a le moment où on met en place l'idée et on lance. Donc ça peut être très très long et c'est un moment, un espèce de traversée du désert qui est horrible. Et ça, il faut vraiment la minimiser.
Et après, il y a le moment où on a lancé où il n'y a personne. Et ça aussi, il faut vraiment réussir, c'est magique, hein, mais de lancer et que ça marche tout de suite. Ouais. Parce que nous, à partir du moment où on a eu des commandes et à partir du moment où on a eu une vraie équipe, donc je dirais depuis juin, juillet de l'année dernière, ça devient beaucoup plus marrant parce qu'on avance et on sent que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et là, c'est beaucoup moins stressant en fait. Là, nous, on a la chance d'avoir des investisseurs également. On a fait une levée de fonds qui n'est pas encore publique, mais on a levé avec des investisseurs très très sympas, très connus, qui ont des beaux parcours. Donc, c'est ce qu'on se dit par rapport à avant, par exemple, passer une demi-journée avec ce genre de personnes, on apprend beaucoup, on rencontre plein de monde dans le milieu, on est reçu par beaucoup de personnes. Enfin, c'est intéressant tous les jours. Donc, c'est juste ce moment au départ entre l'idée et le fait qu'il y ait les premiers éléments où ça commence à partir. C'est pas non plus des milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, hein, mais c'est que ça commence. Ouais. Si vous travaillez, parce que je pense que dans vos profils, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, c'est de préparer un maximum en gardant son travail. Donc le soir, réfléchir, faire les analyses de marché, regarder ce qui se passe, préparer tout son produit, garder son travail, parce que du coup, il y a beaucoup moins de stress. Donc vraiment ralentir au maximum ce moment où on démissionne et boum, on se retrouve dans l'arène. Et après, pour avoir des clients tout de suite, c'est de ne pas avoir peur de dépenser un petit peu. Parce que nous, peut-être notre erreur au départ, c'est qu'on a voulu tout faire avec nos fonds propres et sans trop prendre de risques. Et au final, on voit tous les entrepreneurs, ils prennent énormément de risques. Que ce soit Richard Branson, on voit sa vie, ça n'a pas arrêté de faire des hauts et des bas. Même Amazon, hein, il a failli faire faillite plein de fois. Steve Jobs, pareil. Et il faut prendre des risques au moment quand vous allez lancer le produit. Peut-être prendre une agence de presse, avoir un petit budget marketing, mettre un petit peu de… essayer de peser la balance du bon côté en provoquant un petit peu la chance. Parce que si vous restez… parce que le temps, en fait, c'est de l'argent. Donc, à partir du moment où vous avez démissionné, vous n'avez plus de salaire. Donc, vous pouvez dire que votre coût d'opportunité, c'est le salaire que vous loupez tous les mois. Donc, derrière, il faut peut-être doubler et investir également ce salaire en marketing ou provoquer le démarrage. Et éventuellement, s'entourer de personnes douées parce qu'on veut tout faire soi-même, comme ce qu'on a fait au départ. Et il y a certains domaines comme le design. Moi, quand je mettais 2 jours à designer quelque chose, un designer, il met 2 heures. Il faut prendre des personnes compétentes dans certains domaines parce qu'il y a certains domaines, il faut regarder ses qualités. Qu'est-ce que je sais faire? Donc faire ce qu'on sait faire, mais pas essayer de tout faire parce que sinon, on perd du temps et le temps, c'est de l'argent. Notre vision à long terme, c'est du mobile. Donc, notre vision, c'est de pouvoir vendre sur mobile plein de choses partout. Okay, ça sort du cadre de la photo en fait. Ça sort du cadre de la photo. Ça sera peut-être centré autour de la photo, on va voir, parce que, mais on n'a pas peur de vendre d'autres choses. Notre vision, c'est vraiment mobile. Nous, on est mobile. Par exemple, on n'a pas de site web. Un site web, ça prend, on a 3 développeurs dans l'équipe, je pense que ça prend moins d'1 semaine à faire. On pourrait vendre sur le web, mais on ne le fait pas. Parce qu'on a dit notre ADN, elle est mobile. C'est un peu comme Uber, ils n'ont jamais eu de site mobile. Le Cab a un site mobile. Ils n'ont jamais eu de site web. Le Cab en a un. Je pense que le Cab fait beaucoup de transactions via le site web parce qu'il travaille avec les B2B. Ouais. Mais c'est l'ADN d'Uber. Ils ont dit, nous, on est mobile. Ouais. Et nous, c'est la même chose. Donc, on n'aura pas de site internet, enfin pour l'instant. Et notre vision, c'est vraiment d'aller dans le mobile, donc de faire plein de choses dans le mobile. De devenir un espèce de studio et on lance d'autres produits autour du mobile. Avec mon ami d'enfance, on faisait des sites internet quand on avait 13 ans. On faisait des sites de fond d'écran, on s'amusait à mettre un virus dans le site de l'autre pour qu'il plante, on faisait la compétition. Et on a toujours été très web, on regardait quand même le web. Puis le web, c'est ce qu'il y a de plus facile quand on travaille. Quand on lit les success stories du web, on se dit qu'on peut le faire parce que généralement, ça va très vite. Un site web, c'est facile à monter. Je ne sais pas si on voit une success story en France d'une marque de vêtements, par exemple, ou d'une chaîne de grande distribution, ou je sais pas. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus compliqué à faire. Il y a eu de gros investissements. Donc le web, je pense que par nature, comme c'est assez simple à lancer, c'est pour ça qu'on s'est aiguillé vers ça. Puis en plus, c'est notre ADN. On est jeune, le web, on le comprend, on l'utilise tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on a commencé. On n'était pas vraiment dans le milieu des startups, même pas du tout, je pense. Mais on suivait, on lisait un petit peu la presse, on a commencé à lire TechCrunch, on a commencé à lire French Web, il n'y avait pas à l'époque, je crois, mais on regardait. Puis de toute façon, les magazines, ça parle beaucoup depuis 5-6 ans, ça parle beaucoup de startups. Puis on avait je pense qu'il y a beaucoup de success stories qui font rêver tout le monde. Particulièrement aux États-Unis, quand on voit des WhatsApp qui se font racheter 19 milliards en 2 ou 3 ans, après, ça fait rêver ou ça ne fait pas rêver, mais c'est quand même des énormes succès et ça fait réfléchir. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire du web parce que ça peut aller très très vite, donc ça motive, ça excite, et puis on peut avoir un service qui est live, qui marche très rapidement. Voilà.
Mais à la base, moi, quand j'ai démissionné, d'ailleurs, non, quand j'ai démissionné, je ne devais pas faire du web parce que j'avais démissionné pour faire une marque de caleçons et de chaussettes. Donc, j'avais déjà tout prévu, exactement ce que j'avais dit, il faut tout prévoir avant de démissionner. J'avais le logo, j'avais réfléchi, j'avais contacté les fournisseurs, j'avais… Un peu le slip français, genre? Un peu un mix de slip français, archiduchesse, mais à l'époque, c'était vraiment au tout début, donc, et je voulais faire ça. J'avais presque tout prévu, puis avec cet associé, on avait pensé faire ça, et puis j'avais démissionné, donc on allait le lancer, puis là, ils m'ont dit « Ah non, mais on fait du web, on code, il faudrait utiliser dans le cours, on est bon ». Et du coup, on n'a pas fait ça. Est-ce qu'il y a des trucs dans Polagram, si tu pouvais retourner en arrière, tu les ferais pas? Des trucs, des erreurs de dingue, des moments, des mauvais recrutements ou… On vient de commencer les recrutements, donc pour l'instant, non. Non, mais c'est plus le départ. Donc, si on avait pu investir un peu plus au départ, peut-être faire une levée de fonds plus tôt, donc essayer de se financer le plus tôt possible. Mais nous, on voulait la retarder au maximum parce que la levée de fonds, on donne quand même des parts de capital à quelqu'un. Donc plus on attend, plus la valorisation est élevée. Plus on la fait tôt, plus on donne de parts. Donc il faut toujours trouver le juste milieu. Mais vraiment, quand on lance et qu'on a des personnes autour de soi, des investisseurs ou que ce soit The Family ou peu importe, et des capitaux, ça va beaucoup plus vite. Donc ça serait une erreur que j'aurais pas refaite. Pourquoi tu avais besoin de The Family, toi, en fait, Jérémy? The Family, comme a dit Stéphanie, c'est plus un groupe, un réseau. Donc on vient, on rencontre des personnes. Moi j'étais vraiment surpris en venant au dîner le jeudi soir. À chaque fois je rencontre des gens formidables. On ne fait pas du tout la même chose, mais c'est des bons profils, on discute, on s'échange des bons procédés. Et à la fin c'est bien d'avoir un endroit où on vient quand on a envie. On vient, on vient soit parler, soit échanger. C'est un petit peu comme c'est ce que vous avez voulu faire, c'est un club, c'est pas un incubateur. Donc pourquoi on avait besoin de The Family? Parce que ça, en plus vous êtes très orienté étranger, je trouve, comparé à d'autres personnes. Et nous, ça nous intéresse parce que pour même le réseau, par exemple Oussama, c'est quand même, je pense, un pro pour mettre en relation les gens. Donc ça peut être utile si on a besoin de… là, on a un problème d'identité, par exemple, vous nous avez aidé, vous avez mis en relation avec une agence. Après, vous avez plein de deals aussi avec Amazon, PayPal, etc. Ça, t'en avais besoin, toi? Ouais. Oui, parce qu'on utilise Amazon, on utilise PayPal. Après, on a besoin de… on n'avait pas besoin de l'avocat et on n'avait pas besoin du comptable parce qu'on l'avait déjà, mais ça aurait pu être utile. Mais Kappa, c'est la même situation, ils étaient vraiment bien avancés et pourtant, ils sont venus. C'est bien d'avoir un club où on ne se sent pas tout seul. C'est psychologique aussi, ouais. Beaucoup. Psychologique, oui. Ok. Mais non, c'est pas que psychologique parce qu'il y a vraiment, ça nous apporte beaucoup. Je veux dire, même dans la liste des deals, on utilise beaucoup. Sûr. Le fait de venir ici, ça donne de la motivation. La soirée que vous avez fait pour l'inauguration, c'était sympa. moi, il y a des copains qui sont venus, qui sont start-upers, pas entrepreneurs. Ils sont rentrés à 11h codés. Sérieux? Ils sont rentrés codés. Ils ont dit, là, je vais coder. Parce que ça leur donnait envie justement d'entreprendre et de rejoindre des familles. Ah, c'est cool ça. On avait mis un capital de 10 000 € et on l'avait libéré de moitié. Donc on avait libéré 5 000 €. Et donc on a commencé comme ça. Ça suffit parce qu'on ne se payait pas, mais s'il aurait fallu se payer dès le départ, non. Mais non, justement, je pense qu'il aurait fallu mettre plus. Quand je vois maintenant des entrepreneurs qui commencent avec un peu plus ou alors qui font un effet de levier avec un emprunt, ce n'est pas forcément ses fonds propres, mais il y a un très bon dispositif, c'est le PCE, c'est le prêt à la création d'entreprise dans les banques. C'est aidé par la BPI, donc je crois que c'est un montant de 45 000 €, quelque chose comme ça. Déjà, en plus, c'est 15 000 par fondateur. Voilà, il y a très peu de risques en plus avec ce dispositif parce que la BPI et la banque, il n'y a pas de garantie personnelle. Donc commencer avec 45 000 €, c'est bien mieux que de commencer avec 10 000 €. Au départ, on était à Paris, tous les trois, parce que Julien, il faisait l'Epitech, le jeune développeur. L'autre Julien, on était ensemble en train de travailler sur GeoKiwi à Paris. Et puis eux, ils ont voulu rapidement retourner à Nancy parce que c'est plus calme, moins de stress. Là, on a des beaux bureaux. Je sais pas, ils voulaient revenir à Nancy. Moi, je voulais pas. C'est un peu un problème de travailler à distance. C'est compliqué à gérer, surtout que je suis le CEO fondateur, donc je suis pas avec mes équipes tout le temps. Mais on a besoin d'être à Paris parce que Paris, il y a quand même un écosystème et ça va. Je pense que ce qu'on a fait, c'est pas mal parce qu'on a les avantages de la province, donc le CAM, des bons recrutements. C'est plus facile de recruter en province qu'à Paris. Il y a moins de concurrence. Par contre, il faut quand même garder un petit lien et c'est ça qui est bien avec The Family aussi, c'est que toutes les vidéos sont en ligne. Donc on a installé un écran dans la salle de réunion et tous les midis, je ne sais pas s'ils le font, je vais aller vérifier la semaine prochaine, mais je veux qu'on mette des vidéos et des cours de The Family parce que je trouve ça bien, ça garde un lien avec ce qui se passe sur Paris. Parce qu'on a tendance à vite en province se mettre dans sa bulle et se laisser aller. Et Paris, c'est un petit peu plus compétitif et dynamique. Tu as eu des conflits avec tes fondateurs ou pas, tes cofondateurs?
Vous en avez? Bah, oui, oui, en plus c'est difficile parce que c'est un ami d'enfance, donc c'est un de mes meilleurs amis et forcément quand on crée une société, il y a des conflits parce qu'on s'énerve, on veut aller plus vite. En plus c'est une relation un peu, moi je développe, je code pas, donc c'est un peu le développeur, bah, vas-y il faut y aller, là, il faut le sortir. Ouais. Donc forcément il y a eu pas mal de conflits, pas mal d'engueulades au téléphone. Bah, encore il y a 3 jours, on était en Skype et il a fermé l'écran et il est parti de la salle. Enfin, ça arrive régulièrement, mais après… Enfin, c'est le jeu, il y a beaucoup d'équipes qui cassent, mais nous, comme on est amis d'enfance, je pense que ça cassera difficilement. Enfin, c'est fort. C'est quoi le rôle de CEO pour toi? Le rôle de CEO, c'est de superviser, de diriger la société vers justement cette vision qu'on a dans 5 ans qui est mobile, donc de faire en sorte qu'on est sur les rails et qu'on va vite. Donc j'essaie de faire le tampon avec les investisseurs, ils ont peu de relations avec et c'est moi qui prends un peu toute cette pression, donc je fais vraiment le tampon. Et j'essaie aussi de repérer les qualités, les avantages de chacun, comme je disais, pour faire en sorte qu'on aille justement à cet objectif, qu'on arrive à y accéder le plus rapidement possible. Et j'essaye de faire un peu moins parce que j'ai la tête dans plein de choses, dans les meetings, etc. Il y a plein de choses que je fais moi-même et j'essaye justement de le déléguer maintenant pour être plus sur ce rôle de vision et de guide. Ok. Et ils acceptent sans problème évidemment ton autorité? Non, ils acceptent, oui, ils acceptent sans problème. Ça, par contre, ouais. Le gros risque dans une société, je pense, ça serait d'avoir 2 fondateurs type école de commerce, BDE, qui sont tous les deux à vouloir parler tout le temps. Et là, il y aura un risque parce qu'il y aura un conflit au bout d'un moment. Moi, mes fondateurs, l'autre Julien est plus typé épithèque, donc forcément, il est moins dans ce rôle de CEO. Ouais. Et l'autre également, c'est quelque chose, il le sait, il le dit. Moi, je ne suis pas vraiment un bon manager, il le sait, ce n'est pas ses qualités. Néanmoins, il essaye et il travaille sur les autres choses dans lesquelles il est bon. Et on a mis en place aussi beaucoup de choses comme un meeting tous les matins. Donc, on a un meeting à 9h15. Donc, chacun dit ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire aujourd'hui, s'il a des problèmes, besoin d'aide. On a vraiment une communication qui est assez ouverte, on se parle beaucoup. Donc, non, ça pose pas de problème. Ok, nickel. Bravo, Jaël.